À la mort de Marguerite d'Autriche, le 1er décembre 1530, l'histoire des Pays-Bas entre dans une nouvelle phase. Malgré les efforts de sa nièce, Marie de Hongrie, qui lui succède au poste de régente des Pays-Bas, les tensions ne cessent de se renforcer et de se multiplier avec une partie de la population néerlandaise. Tout en cherchant encore à ménager les susceptibilités locales, à l'exemple de sa tante, elle doit en effet défendre les intérêts de son frère Charles Quint, qui souhaite rationaliser le fonctionnement politique des Pays-Bas. Elle accompagne la création du Conseil d'État, qui prend la décision de politique générale, du Conseil privé, qui traite des questions juridiques, et du Conseil des finances, tout cela en 1531. Elle soutient l'annexion de la seigneurie de Groningue avec la Drente en 1536, puis du duché de Gueldre en 1543. Elle persuade l'empereur d'intégrer une partie des États de Westphalie au cercle de Bourgogne, puis à créer l'État des 17 provinces, à l'issue de ce que l'on appelle la pragmatique sanction d'Augsbourg en 1549. Sa politique religieuse se veut équilibrée, mais elle se heurte à la radicalisation des partis réformés qui la poussent à expulser les anabaptistes en 1544, tout en tolérant ceux qui se sont regroupés autour de Menno Simons, que l'on appelle donc les Ménonites, à condamner au bûcher le réformateur d'inspiration calviniste Pierre Bruy, à mater la révolte de Bruxelles entre 1532 et 1533, et à assister à l'intervention autoritaire de l'empereur lors du soulèvement de Gand entre 1539 et 1540. Elle finit par abandonner sa charge le jour de l'abdication de Charles Quint, le 25 octobre 1555, consciente des nombreux désaccords qui la séparent de Philippe, qui succède à son père à la tête du duché de Bourgogne, avant de devenir roi des Espagnes en 1556 sous le nom de Philippe II, tandis que le titre d'empereur revient à son oncle Ferdinand Ier. Philippe II, ici représenté, est le premier duc de Bourgogne depuis Charles le Téméraire à n'être pas né aux Pays-Bas et à avoir été élevé entièrement en Espagne. Contrairement à son père, il ne ressent aucune affection particulière pour un pays qui n'est pas le sien et qu'il considère comme une simple province espagnole dont il critique l'autonomie excessive, qu'il juge gangrénée par les idées réformées et sur lequel il souhaite donc reprendre la main. Après Emmanuel Philibert de Savoie, entre 1555 et 1557, c'est à sa belle-sœur, Marguerite de Parme, que Philippe II confie la gouvernance des Pays-Bas, mais sous la tutelle vigilante de 3 hommes de confiance, Vichlus von Aytta, Charles de Berlaymont et Antoine Pernaud de Granvelle. Ce conseil d'État occulte, surnommé la Consulta, voit ses prérogatives outrepasser en grande partie celles des 3 conseils que j'ai évoqués tout à l'heure, où les membres les plus éminents de la noblesse néerlandaise sont forcés d'entrer dans l'opposition politique. Parmi ces membres, on peut citer notamment Lamoral, comte d'Egmont, Philippe de Croy, troisième duc d'Arsroth, Philippe de Montmorency, comte de Hoorn, Antoine II de Lalaing, comte de Hoogstraten, ou encore le riche et puissant Guillaume d'Orange-Nassau. Contre l'avis de ces aristocrates respectés, la Consulta multiplie les mesures répressives contre les réformés néerlandais. Plusieurs ordonnances, les placards, ce qu'on appelle les placards, les plakaten, sont promulguées afin de punir de mort les personnes affirmant publiquement leur adhésion aux idées de la réforme, désormais considérées comme des hérétiques. Malgré ces efforts, Marguerite, à laquelle Philippe II interdit de convoquer les États généraux, ne parvient pas à ouvrir des négociations et assiste impuissante à la montée du mécontentement des grandes familles qui culmine le 5 avril 1566 avec la présentation du compromis des nobles sur lequel nous reviendrons dans 15 jours. À cette radicalisation religieuse et politique
correspond à une radicalisation des options artistiques qui ont été évoquées dans le cours suivant et qu'il est possible d'articuler aujourd'hui autour de la notion de manière. Issu de l'italien maniera, ce terme de manière désigne d'abord la marque caractéristique de l'artiste, la trace de la main, mais aussi par là même les qualités propres qui, paradoxalement, peuvent être acquises par les autres. La manière constitue le moyen principal grâce auquel un artiste, ou un groupe d'artistes, un atelier, un ensemble de suiveurs, et par extension une nation entière, peuvent se distinguer les uns des autres et être reconnus en tant que tels, dans ce que l'on pourrait qualifier une identité individuelle ou collective. Dans le contexte qui prévaut durant le deuxième tiers du XVIe siècle et qui voit les Pays-Bas se confronter de plus en plus directement à la tutelle espagnole, tant sur le plan religieux et politique que linguistique et culturel, la définition de la manière propre aux artistes néerlandais devient ainsi cruciale, dans la mesure où, à travers elle, il s'agit de se poser les questions qui suis-je, mais aussi qui sommes-nous, et encore, quelle place occupons-nous en tant que Néerlandais dans l'histoire de nos arts. Faut-il, comme un certain nombre de peintres, de sculpteurs ou de graveurs de la génération antérieure, continuer de défendre les modèles issus de l'étude des antiques, gréco-romaines, et des grands maîtres de la Renaissance italienne? Ou faut-il opposer à ce renouvellement de l'art néerlandais par l'extérieur d'autres formes possibles de régénération formelle ou historique au contact de nouveaux modèles ou en cherchant une réanimation, une régénération de l'intérieur? C'est à ces questions qui agitent un grand nombre d'artistes néerlandais du deuxième tiers du XVIe siècle que ce cours sera consacré. Il faut bien effectivement admettre, avec Vasari, qu'un nombre croissant de peintres, de graveurs et de sculpteurs néerlandais font le choix, durant cette période, non seulement de poursuivre les réflexions de leurs aînés sur l'étude de l'antique et des maîtres de la Renaissance italienne, mais aussi de s'ouvrir aux productions de leurs jeunes confrères italiens qui, à Rome, mais aussi à Florence, Venise ou Fontainebleau, s'illustrent durant cette période. Parmi ces artistes, Michiel Coxey est présenté par Vasari comme un exemple paradigmatique. Peut-être formé par Bernhard von Orley, même si ses premières œuvres semblent plutôt plus proches des modèles brugeois d'Adrian Isenbrandt, ce peintre de Malines acquiert surtout ses lettres de noblesse lors de son long séjour romain entre la fin des années 1520 et l'année 1539. Durant ce séjour, il étudie notamment les œuvres de Raphaël et de ses suiveurs, je pense à Perino del Vaga, mais travaille aussi pour plusieurs commanditaires locaux, la famille du cardinal Andrea della Valle ou encore le cardinal originaire d'Utrecht, Willem van Eyck-Voort. Et il côtoie plusieurs artistes, comme Raffaellino del Colle, peut-être Michel-Ange, et surtout Giorgio Vasari, qui le rencontre en 1532 et constatera plus tard dans ses vies que ce peintre, je cite, imite très bien notre manière italienne. Notamment le cas dans les fresques qu'il réalise entre 1531 et 1534 pour la chapelle Sainte-Barbe de l'église romaine de Santa Maria dell'Anima. Vasari n'est pas le seul Italien à reconnaître les talents de Coxey, puisque plusieurs de ses dessins sont gravés par Agostino Veneziano ou le maître Audet, et qu'il entre à l'Académie de Saint-Luc en 1534. Selon Vasari, si Coxey a su jouir d'une grande célébrité parmi ses compatriotes, c'est, je cite, pour être entièrement gravé, être entièrement gravé, mais aussi pour avoir fait des figures viriles et sévères. Fin de citation. En contribuant ainsi, avec d'autres artistes comme Franz Floris ou Willem Kay, à, je cite à nouveau, apporter en Flandre la manière italienne, maniera italiana. Son triptyque de la Sainte Famille, dont la partie centrale est dérivée de la Vierge à l'Enfant avec Sainte Anne de Léonard de Vinci, et dont le groupe, représenté dans le coin inférieur droit, ici, est inspiré de la Vierge au Chardonneret et la Vierge de l'Impanata de Raphaël, en est sans doute l'un des exemples les plus précoces et les plus frappants. Pour les peintres néerlandais du milieu du XVIe siècle, la question ne se réduit plus seulement, toutefois, à ce que Vasari appelle la manière moderne, la maniera moderna, en référence aux artistes de la fin du XVe et des débuts du XVIe siècle, qui, à l'image de Léonard de Vinci et des autres maîtres ayant principalement servi de modèle à Coxey, ont fait valoir, je cite Vasari, l'audace et la bravoure du dessin,
l'art de portraire le plus subtilement possible tous les détails de la nature comme ils sont, la bonne règle, l'ordre meilleur, l'ordre voulant dire essentiellement composition, la juste mesure, le dessin parfait et la grâce divine. Il s'agit aussi de suivre désormais un développement et une radicalisation de cette maniera moderne que Vasari définit comme la belle manière, la bella maniera, et qui procède de l'usage de portraire fréquemment les choses les plus belles, d'assembler ce qu'il y a de plus beau dans les mains, dans les têtes, dans les corps et dans les jambes, afin d'obtenir la plus belle figure possible et d'en tirer parti pour toutes les figures de toute œuvre. C'est pourquoi on parle de belle manière. Poursuivant un mouvement entamé lors de la génération précédente, un nombre croissant d'artistes néerlandais font de fait le choix de partir pour l'Italie afin d'y étudier de première main les meilleurs exemples de l'art antique ou les œuvres les plus célèbres de Michel-Ange et de Raphaël, qui demeurent alors les deux principaux maîtres auxquels ils s'intéressent. Après y avoir été probablement encouragé par Jan van Scorel, Martin von Heemskerk, dont nous avons déjà parlé, part pour l'Italie en juin 1532. À Rome, il vit probablement dans la maison de Wilhelm von Eickenvoort, dont j'ai déjà parlé, ce cardinal d'Utrecht, nommé par Adrien VI en 1523, devenu évêque d'Utrecht en 1529, et auquel il a peut-être été recommandé par son propre maître. À l'occasion de ce séjour, von Heemskerk rencontre des confrères italiens, Giorgio Vasari, croise la route de compatriotes comme Hermann Postumus, réalise quelques tableaux, participe même à la décoration d'un arc de triomphe à l'occasion de la joyeuse entrée de Charles Quint en 1536 avec des artistes italiens comme Antonio da Sangallo, Battista Franco ou Francesco Salviati. Mais il se consacre surtout à l'étude des antiques et des œuvres des maîtres italiens où il accorde une importance particulière au rendu précis des corps, de leur musculature, de leurs proportions et de leurs attitudes. Après avoir quitté Rome à la fin de l'année 1536 ou au début de l'année suivante pour rentrer au pays, l'artiste passe probablement par Tivoli et Mantoue, où les fresques de Giulio Romano l'intéressent particulièrement. Les regards des voyageurs néerlandais se tournent aussi naturellement vers les grands maîtres. Les œuvres de Raphaël continuent, je l'ai dit, d'occuper une place centrale dans ce panthéon, même après, et peut-être grâce à, sa mort précoce en 1520, à l'âge de 37 ans. Le liégeois Lambert Lombard est ainsi un fin connaisseur des modèles de Raphaël qu'il a l'occasion d'étudier lors d'un séjour effectué à Rome à l'occasion d'une mission diplomatique du cardinal Reginald Pole, initiée par son protecteur Érard de la Marck, prince-évêque de Liège, entre 1537 et 1538. Son élève et biographe, Dominique Lampson, expliquera en 1565 qu'il affichait, donc Lambert Lombard, un attachement particulier à Raphaël, auquel, je cite, il attribuait cette grâce, ou charis en grec, qu'Apelle, le peintre macédonien de l'Antiquité, comme nous le lisons, avait coutume de se réserver à lui seul. Les œuvres de Michel-Ange, dont la longue carrière lui assure une présence continue à Rome jusqu'à sa mort en 1564, à l'âge de 88 ans, continuent également d'intéresser les artistes néerlandais. Parmi les maîtres italiens, il est celui qui intéresse le plus Martin von Heemskerk, qui apprécie la complexité et la densité de ses compositions, ainsi que la terribilità, cette puissance expressive, cette complication dans les attitudes des figures, tel qu'on peut le voir notamment au plafond de la chapelle Sixtine. Et c'est d'ailleurs sur la partie inférieure du prophète Isaïe, peint par Michel-Ange au plafond de cette chapelle Sixtine, que Van Heemskerk calque, vous le voyez, les jambes et les pieds qu'il donne à Marie dans la seconde version de son Saint-Luc peignant la Vierge. Vous voyez donc une véritable citation ici de ce tableau, dans ce tableau d'une figure de Michel-Ange. Le jugement dernier de Michel-Ange demeure également un modèle maintes fois imité, même si le plus souvent c'est la célèbre estampe qu'engrave Giulio Bonazzone à la fin des années 1540, qui sert de modèle au peintre néerlandais, qui se substitue progressivement aux compositions de Rogier van der Weyden et de Hans Memling, sur lesquelles leurs compatriotes avaient jusque-là l'habitude de se fonder pour leur propre version du thème. Le tableau peint en 1551 par Peter Porbus pour remplacer le tableau de Gilbert Valens daté de 1475
dans la salle des échevins de la Maison du Franc, à Bruges, emprunte ainsi à Michel-Ange la densité et la variété expressive de sa composition, mais aussi l'idée de mettre en avant la figure de la Vierge, à droite du Christ, vous voyez ici, qui ne fait pas symétriquement écho à celle de Saint Jean-Baptiste, comme chez un artiste comme Jan Provost. Ce n'est qu'à partir du milieu du XVIe siècle que le voyage italien devient quasiment un passage obligé pour les artistes néerlandais soucieux de parfaire leur manière au contact des meilleurs exemples anciens et modernes. Cette fréquentation de plus en plus régulière de la ville éternelle par les peintres, mais aussi les sculpteurs et les graveurs venus des Pays-Bas, leur permet non seulement de mieux connaître les œuvres romaines, mais aussi le paysage urbain romain, ses monuments, ses bâtiments, qui vont nourrir un véritable imaginaire historique et visuel. Cet imaginaire se fonde d'abord sur une connaissance de plus en plus excellente de la ville, nourrie par les longs mois que ces artistes passent à Rome, gravissant ses collines et arpentant ses ruelles. C'est dans ce contexte qu'Anthonis van den Weinrade dessine cette impressionnante vue de Rome du Janicule sur un ensemble de 3 feuilles collées les unes aux autres, afin de bénéficier d'un format panoramique et avec une précision inédite. Le dessinateur s'est installé sur la colline du Janicule, a centré son point de vue sur le Panthéon, je vous ai ici marqué la petite inscription, évidemment ce n'est pas une inscription photographe, et a placé sur sa feuille tous les édifices qu'il pouvait voir, de gauche à droite, le château Saint-Ange, la villa farnésine, le palais Farnèse, un peu plus loin, le Panthéon, donc au centre de l'image, Santa Maria in Aroceli, ici, le Colisée, naturellement, là, et les murs de San Pietro in Montorio, au-dessus desquels le dessinateur s'est assis. D'autres artistes, comme Hermann Posthumus, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou encore Martin von Heemskerk, font le choix de vues plus libres. Posthumus imagine en 1536 un étonnant paysage romain qui est l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle le caprice, le capriccio, avant même que ce mot ne désigne, je cite ici le dictionnaire de Furetière du XVIIe siècle, des pièces de poésie, de musique et de peinture qui réussissent plutôt par la force du génie que par l'observation des règles de l'art et qui n'ont aucun nom certain. Il s'agit finalement d'un paysage idéal mêlant des bâtiments réels et imaginaires. Le peintre y propose une véritable compilation de lieux communs de l'imagerie romaine, parmi lesquels on reconnaît des œuvres antiques, des inscriptions citant Ovide, une grotte ornée d'anciennes peintures, et même l'église Santa Costanza, transformée en ruine. Donc on est ici Posthumus est en train de créer une tradition qui va se perpétuer jusqu'au XVIIIe siècle. Je vous renvoie notamment aux caprices d'Hubert Robert, qui sont finalement dans une logique assez semblable. Quant à Van Heemskerk, c'est après son retour d'Italie, qu'il met en scène son double autoportrait devant l'un de ses bâtiments romains préférés, le Colisée, dont il a réalisé une esquisse in situ. Double autoportrait puisqu'il se représente à la fois en buste et en dessinateur, réalisant un dessin de ce Colisée, d'ailleurs un dessin qu'on a conservé. Lieu de pérégrination et de mémoire, Rome incarne, pour d'autres artistes néerlandais, un espace historique, je dirais presque archéologique, qu'il cherche à décrire avec le plus de précision possible. Hieronymus Koch est l'un des premiers graveurs et éditeurs européens, avec ses concurrents italiens Antoine Lafreri et Antonio Salamanca, à publier des ensembles de vues topographiques des principaux édifices romains. En 1551, les 24 estampes de sa vue de quelques monuments en ruine de l'Antiquité romaine, qu'il dédie d'ailleurs à Antoine Pernaut de Granvelle, que j'ai cité tout à l'heure, qui fait partie de la Consulta, qui est aussi le conseiller de Charles Quint, marquent les esprits par leur grande méticulosité topographique, mais aussi leur volonté de reconstituer les paysages et l'environnement pittoresque de la ville romaine. Cette méticulosité est plus marquée encore dans les estampes d'autres artistes qui travaillent sous sa direction. Je pense notamment à Sebastian van Nooyen, dont la formation d'architecte et d'ingénieur l'a sans doute aidé à réaliser les vues les plus précises des ruines de Rome. Je pense notamment au terme de Dioclétien, dont il propose une reconstitution archéologique impressionnante en 1558. Pour ces graveurs, l'enjeu n'est pas seulement de faire valoir leurs connaissances antiquaires. Il s'agit aussi, comme l'indique Gerard de Jode, dans le titre de son volume consacré à ces ruines, je cite, « de se rendre utile à certains peintres et à de nombreux artistes,
en les encourageant à diriger de préférence leur regard vers Rome. On ne s'étonnera donc pas de constater que durant le deuxième tiers du XVIe siècle, un nombre de plus en plus important de peintres néerlandais insèrent dans leurs œuvres mythologiques ou religieuses des allusions, voire des citations de célèbres monuments antiques. C'est le cas notamment de Jan van Koningslo, le Jeune, un peintre connu pour être principalement attaché au modèle néerlandais du XVe siècle, dont il continue à se réclamer de l'héritage tout au long de sa carrière, et auquel il intègre toutefois des éléments empruntés à ses plus jeunes confrères. Dans ce triptyque de Saint Jean-Baptiste, peint à la demande de Berbel van der Noot pour orner le maître-autel de l'église de l'abbaye bénédictine de Sainte-Vivine à Grand Bigard, un petit village à quelques kilomètres à l'ouest de Bruxelles. Il mêle ainsi, vous le voyez, aux références aux grands maîtres bruxellois, je pense notamment à Jorge van der Weyden ou au pseudo Hortkens, notamment dans le traitement des figures et des drapés, une conception plus moderne du paysage, dérivée de son étude de Joachim Patenir, mais aussi, à l'arrière-plan, une représentation des termes de Caracalla, visible donc dans la partie gauche du panneau central, et qu'il a probablement décalqué de l'estampe gravée par Hieronymus Koch quelques années plus tôt. Je vous invite à la mémoriser. Je vous remontre la gravure et vous voyez que c'est quasiment une reprise fidèle. Koningslo n'est probablement jamais allé en Italie, mais en revanche, il peut y voyager par procuration grâce au recueil édité par l'éditeur anversois Hieronymus Koch. Pour beaucoup des artistes néerlandais qui viennent d'être cités par ailleurs, la bella manière ne se résume pas aux seules œuvres seules œuvres romaines. Le deuxième tiers du XVIe siècle est en effet marqué par une extension et une diversification considérable des modèles italiens étudiés par les maîtres nordiques, qui sont en outre de plus en plus nombreux à faire carrière à l'étranger, à Florence, à Venise et à Fontainebleau en particulier. Ces échanges artistiques entre Pays-Bas et Italie prennent de l'ampleur quand, en 1536, le tapissier bruxellois Nicolas Karcher recrute 8 de ses confrères afin de créer un atelier à Ferrare, à la demande d'Hercule II d'Este, qu'il dirige, assisté de son frère Yann, qui se fait surnommer Giovanni en Italie, en travaillant sur des cartons fournis par des artistes italiens comme Garofalo, Battista Dossi, Giulio Romano, Camillo Filippi ou Giuseppe Arcimboldo. 2 ans plus tard, les Karcher acceptent l'invitation du duc Frédéric II pour venir travailler à Mantoue, où il travaille également au service de son frère, le cardinal Hercule Gonzague, avant de s'installer à Florence en 1545, alléché par la proposition de Côme Ier de Toscane de fonder une manufacture de tapisserie, la Razzeria Medicea, constituée de 2 ateliers concurrents, celui des Karcher et de leur compatriote Jan Rost l'aîné. Pendant près de 20 ans, ces artistes néerlandais s'échinent à traduire dans la technique propre de la tapisserie les solutions formelles de la bella maniera florentine qu'ils étudient à travers des dessins fournis par Pontormo, Bronzino ou Salviati. Si les artistes néerlandais sont nombreux à être recrutés pour travailler à Florence au milieu du XVIe siècle, d'abord dans le milieu des tapissiers, puis des sculpteurs, on y reviendra d'ailleurs, les peintres font plutôt le choix de s'installer à Venise, où les qualités coloristes de leurs œuvres intéressent particulièrement l'atelier de Titien, alors considéré, vous le savez, comme l'un des premiers maîtres européens. L'un des premiers élèves du peintre vénitien est probablement Lambert Sustris, dont on peut situer l'entrée dans l'atelier entre 1535 et 1536, et auquel le maître vénitien a peut-être confié l'exécution de certains arrière-plans paysagers. Fin connaisseur des tableaux de Titien, dont il propose ici l'une des plus célèbres variantes de la Vénus d'Urbain, Sustris n'est pourtant pas un copiste de manière. Également intéressé par les compositions de Bonifacio de Pitati, mais aussi de Francesco Salviati, de Jacopo Sansovino ou de Bartolomeo Amanati, il allie au coloris de Titien, dans les paysages et dans les chairs, un sens marqué du dessin, visible dans la minutie de son pinceau ou dans le modelé sec de ses figures, qui rappelle qu'il a aussi été formé par Jan van Scorel. Il est par ailleurs probable que durant son séjour dans l'atelier de Titien, Lambert Sustris ait fréquenté quelque temps l'un de ses compatriotes, Jan Stevenson van Kalkar, un grand ami de Giorgio Vasari, qui ne tarit pas d'éloges sur, je cite, ce remarquable peintre flamand, si familier de la manière d'Italie, Maniera d'Italia,
que ces ouvrages ne passaient pas être de la main d'un flamand. Ces portraits, vous le voyez, affichent par leur économie chromatique et leur léger sfumato leur dette considérable envers les œuvres produites par Titien durant la deuxième décennie du XVIe siècle. Un troisième artiste néerlandais, actif lui aussi dans l'entourage de Titien, mérite en outre d'être cité ici en raison de l'importance qu'il a eue en son temps. Il s'agit du graveur Cornelis Cort, qui, après avoir travaillé auprès de Hieronymus Koch, que j'ai cité tout à l'heure, à Anvers, travaille ensuite auprès du maître vénitien, donc à Venise, qui lui demande de traduire les effets de sa peinture, en jouant notamment d'une grande variété dans la forme et l'épaisseur des hachures et d'un clair-obscur particulièrement maîtrisé, comme on le voit ici de ce martyr de Saint-Laurent. La décision prise en 1528 par François Ier d'entamer la rénovation du château de Fontainebleau a également joué un rôle essentiel dans la diffusion de la bella maniera auprès des artistes néerlandais qui, à partir du milieu des années 1530, commencent à grossir également les rangs des artistes travaillant à Fontainebleau sous la direction de Rosso et du Primatis, aux côtés de leurs collègues italiens et français. À l'image du peintre et dessinateur ennuyé Léonard Thierry, qui fait partie de l'équipe des artistes décorant la Grande Galerie, la chambre sur la Porte Dorée, le cabinet du pavillon des armes et l'appartement des bains entre 1536 et 1550. Il n'était toutefois pas nécessaire aux peintres, ici je vous montre des exemples de vases dessinés par Thierry et gravés par Pierre Milan et peut-être par René Boivin. Et si je vous les montre, c'est pour souligner qu'il n'était pas nécessaire aux peintres, orfèvres, aux sculpteurs ou architectes néerlandais de se rendre en France pour se tenir au courant des activités qui avaient lieu. Un grand nombre des compositions ou des ornements bellifontins ont été en effet diffusés à travers la gravure, notamment à travers les estampes publiées par Hieronymus Koch, qui expliquent la prise en compte rapide et massive de ces modèles par des artistes actifs à Bruges, à Anvers ou à Mons. Pour Karel van Mander, qui s'exprime en 1604 sur les travaux d'édition et de traduction de Sebastian Serlio par Peter Cook von Alst, cette diffusion a été également cruciale dans ce qu'il considère être l'amélioration de la manière des architectes néerlandais, car, dit-il, les idées et les modèles de l'architecte bolonais, donc Sebastian Serlio, qui travaillait à Fontainebleau à l'époque, ont, je cite, aidé à mettre l'art égaré de l'architecture néerlandaise sur la bonne voie et la bonne manière de construire, et à combattre, je cite encore, la manière impure, moderne. Donc, évidemment, c'est une façon pour lui de critiquer finalement ce que l'on appellerait aujourd'hui l'architecture gothique, hein, qui reste encore extrêmement présente dans l'architecture néerlandaise de l'époque, et on voit comment progressivement, sur le modèle de Serlio, artiste, architecte vénitien actif à Fontainebleau à l'époque, les architectes néerlandais se mettent progressivement également à une architecture à l'antique. Si je vous montre le frontispice de la traduction produite par du traité italien de Serlio par Peter Cook von Alst, et qui est un traité qui a eu un très très grand succès dans la peinture néerlandaise de la seconde moitié du XVIe siècle, mais également auprès des architectes, on y reviendra. Si Giorgio Vasari n'a pas tort de souligner qu'une part non négligeable des artistes bataves du deuxième tiers du XVIe siècle se sont tournés vers la manière italienne pour confirmer ou amplifier les choix effectués par leurs aînés, ces peintres, sculpteurs, graveurs néerlandais ne sont en rien de simples imitateurs, traducteurs ou même adaptateurs de la bella maniera. Pour beaucoup d'entre eux, au contraire, l'enjeu est de pouvoir défendre dans le même temps la primauté des modèles antiques et italiens, étudiés à Rome, Florence, Venise ou Fontainebleau, ou d'après la gravure, et la spécificité néerlandaise de leur reformulation. Comme l'antique à la fin du XVe siècle, je vous renvoie au cours que nous avons consacré à cette période, la belle manière italienne apparaît pour de nombreux maîtres néerlandais non pas comme un retour à l'ordre, comme le suggère alors Vasari et les promoteurs d'une renaissance toscano-romaine, mais paradoxalement comme un moyen de régénérer l'art des Pays-Bas en offrant aux artistes de nouvelles manières d'aborder des sujets usés, de découvrir des sujets jusque-là peu ou pas exploités. Cette régénération passe d'abord par les sujets et les thèmes mettant en scène les mondes extra-européens, pour lesquels les artistes néerlandais montrent un intérêt de plus en plus marqué à partir des années 1530.
Les liens encore étroits entre les Pays-Bas et l'Espagne, qui est la principale puissance coloniale d'Europe avec le Portugal, expliquent sans doute la vitesse avec laquelle les images venues d'Amérique vont intéresser ces peintres ou ces graveurs néerlandais. On ignore encore aujourd'hui le sujet précis de ce paysage des Indes occidentales, peint par Jan Mostart vers 1540. On a évoqué plusieurs hypothèses, hein. On a évoqué le débarquement de Christophe Colomb sur l'île de Guanine en 1493, ou encore la découverte du Brésil par les troupes portugaises en 1500, la guerre d'Hernán Cortés contre les Aztèques entre 1519 et 1521, ou encore la découverte du village de Tsuuni par l'explorateur Francisco Vázquez de Coronado lors de sa quête des 7 cités d'or entre 1540 et 1542. Ces hypothèses aujourd'hui sont plus ou moins toutes réfutées, donc on reste dans une certaine forme de, euh, de flou. Mais peut-être est-il plus sûr en réalité de penser que Mostart a voulu proposer plutôt une représentation générique et en grande partie imaginaire de ce nouveau monde découvert un demi-siècle plus tôt. Il s'agit ainsi de renouveler les formules des déserts sauvages, marqués par les rochers troués et les falaises déchiquetées, habituelles des portraits, des paysages de Joachim Patenir puis de Héry Mette de Blesse, en ayant recours à une palette resserrée autour de teintes brunes auxquelles s'opposent les bleus-verts du ciel, de la mer et des montagnes lointaines. Les nombreux animaux qui peuplent ce paysage, la simplicité de ses habitants nus, vivant en harmonie avec la nature, comme les premiers peuples de l'âge d'or antique, ou Adam et Ève au paradis, semblent toutefois indiquer que ce pays n'est pas celui de la sauvagerie, mais plutôt d'une certaine innocence virginale que les Européens viennent conquérir en la brutalisant. Vous voyez ici l'opposition entre ces hommes et ces femmes nus et les troupes européennes qui arrivent, hein, qui viennent d'accoster et qui arrivent avec leurs armes, leurs canons ici, pour décimer les populations et les soumettre et les convertir, ce qui revient à peu près à la même chose. Dans le coin inférieur droit, la présence d'un agneau blanc, symbole de Saint Jean-Baptiste, qui lui aussi a prêché. Pardon, excusez-moi, il est là, notre agneau blanc. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il a exactement la même position que l'agneau du retable de l'agneau mystique. C'est la présence, cet agneau très très visible, hein, qui sort de l'image, qui semble presque l'emblématiser, et qui est un symbole de Saint Jean-Baptiste, qui lui aussi, rappelez-vous, a prêché dans le désert, presque nu sous son manteau de poil, sous sa fourrure, laisse toutefois entrevoir une lecture typologique moins manichéenne, en montrant comment, à l'exemple du précurseur, les Espagnols ont conquis l'Amérique en apportant à ces peuples la parole de Dieu, de gré ou de force. Cette curiosité des artistes néerlandais pour l'Orient, hein, pour l'espace qui non plus à l'ouest de l'Europe mais à l'est, est intéressant également et précède d'ailleurs de quelques décennies les premières grandes initiatives espagnoles en Méditerranée. Selon Karel van Mander, Peter Cook van Aalst, dont j'ai déjà parlé puisqu'il était le traducteur néerlandais de Serlio, aurait été l'un des premiers peintres néerlandais à se rendre à Constantinople entre 1533 et 1534 afin d'obtenir des commandes de tapisserie de Soliman le Magnifique. Ce projet n'aboutira pas, mais le peintre réunit des dessins qui serviront plus tard de modèle à la série des mœurs et façons de faire de Turcs, donc mœurs et façons de faire des Turcs, donc les mœurs tout simplement, publiée après sa mort par son épouse, la miniaturiste Maiken Verhulst, qui était la fille du peintre malinois Peter van Hulst, que Van Hals avait épousé en seconde noces vers 1537. Quand Cook van Aalst représente ici le défilé de Soliman le Magnifique, vous constaterez que c'est sur le célèbre portrait équestre de Marc Aurèle qu'il se fonde pour représenter le Soliman le Magnifique, et qu'il connaît probablement à travers une estampe gravée par Marcantonio Raimondi. Pendant longtemps d'ailleurs, le portrait de Marc Aurèle avait été considéré comme celui de Constantin, qui, souvenez-vous, après s'être défait de Maxence de Licinius, avait à nouveau réuni les parties occidentales et orientales de l'Empire romain. Au-delà des allusions politiques possibles, Cook ne cherche pas à présenter une représentation objective ou historiciste ou anthropologique ou ethnographique du monde ottoman, mais une interprétation filtrée par le goût antique qui se manifeste notamment par l'intérêt pour les bâtiments et les ruines antiques à l'arrière-plan, avec un magnifique obélisque, mais aussi les temples d'inspiration antique, et le goût oriental dont le peintre signale surtout par les ornements étranges et exotiques, comme les costumes et les coiffes dont les turbans ne sont que les formes les mieux connues.
À cet égard, l'Orient constitue pour Cook et ses contemporains un ailleurs géographique, mais aussi historique, une sorte d'antiquité contemporaine, où se mêlent les références aux formes de l'architecture grecque et égyptienne. Cet ailleurs permet en outre au peintre de mettre en évidence sa parfaite connaissance des formes antiques, ici revue et corrigée par Sébastien Serrio. La cariatide, qui ici clôt la partie droite de cette estampe de Cook, est une relecture orientalisée de celle que l'on trouve dans le frontispice de la traduction que le peintre néerlandais fait paraître de l'architecte bolonais en 1549. Alors, je n'ai pas malheureusement le frontispice pour le retrouver, c'est vraiment une reprise intéressante. La régénération artistique qui a lieu dans les Pays-Bas du milieu du XVIe siècle concerne également le rapport à l'allégorie. À partir des années 1560, les peintres et les graveurs néerlandais sont de plus en plus nombreux, à l'exemple des maîtres de l'Antiquité, mais aussi de la Renaissance italienne, à s'intéresser à cette manière de personnifier visuellement des idées. Parmi eux, Martin von Heemskerk, assisté de Dirk Volkerts Kornhert, qui grave un certain nombre de ses compositions, occupe une place essentielle. Fin connaisseur du droit et de la philosophie morale, mais aussi auteur de poèmes, de pièces de théâtre, de traductions néerlandaises de textes latins, Kornhert s'associe à partir de 1547 avec von Heemskerk, inventant avec lui de nombreuses compositions bibliques, mythologiques et allégoriques, souvent conçues comme des cycles narratifs qu'il se charge ensuite de graver et de diffuser. À l'image de sa série des Triomphes, gravée en 1559 et qui connaît une réédition par Johannes Gall en 1538, ces estampes approchent l'allégorie comme un langage propre, dont le but est de convaincre par l'image et qui doit viser la plus grande clarté possible, comme l'indique le cartouche du triomphe de la patience, Patientiae Triumphus, qui est, dit-il, elegantissimis imanigibus expressus, exprimé par des images très élégantes. La notion d'expression renvoie à l'idée pour l'image d'exprimer des idées. L'image doit pouvoir être une sorte de discours visuel. Cette clarté s'appuie sur des légendes latines ou néerlandaises que vous voyez au-dessus des figures pour pouvoir les identifier rapidement, souvent écrites par Kornhert, et sur une représentation rigoureuse des différentes personnifications, dont l'identification est encore facilitée par leur désignation sous forme d'inscription. Alors que Dirk Volkers Kornhert et Martin von Heemskerk envisagent l'allégorie comme un véritable discours visuel, comportant souvent une dimension morale ou philosophique, d'autres artistes néerlandais, comme Cornelis Antonis ou Florence Floris, font évoluer ce même langage dans une direction un peu différente, en l'inscrivant davantage dans la réalité des spectateurs, et produisant ce que l'on pourrait appeler, 3 siècles avant Gustave Courbet, des allégories réelles. Cette ambivalence prévaut notamment dans cette allégorie de la Trinité, où Franz Floris entoure le Dieu trinitaire d'une vingtaine de figures. Conformément au psaume 16 dans l'Ancien Testament, mais également à un poème didactique d'un certain Alardus Amstelredamus, qui s'appelle Galina, un poème latin, donc ça veut dire la poule, un poème qu'on date des années 1528, ces hommes et ces femmes s'abritent, je cite, dans l'ombre des ailes divines, et je cite à nouveau, bénéficient ainsi de la protection de l'Église, qui est comparée à une poule représentée au premier plan, qui, je cite encore le poème, rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais ce qui frappe surtout dans cette allégorie, c'est l'individualisation des traits des fidèles, où l'on reconnaît notamment l'autoportrait du peintre, sur le bras droit du Christ. Il est ici, avec sa barbe rousse. Ou les traits du mystique Hendrik Niklas, possiblement représenté ici en Saint Jean-Baptiste. Marquant le tableau de son monogramme, Floris en fait ainsi une œuvre doublement manifeste, tentant de dépasser les divisions encore vives entre les catholiques et les réformés, mais aussi les frontières trop étanches entre les registres de la peinture allégorique et finalement d'un portrait collectif. Et il est probable que dans ces figures se cachent d'autres portraits non identifiés. Le peintre qui est allé sans doute le plus loin dans ce que l'on pourrait appeler une tendance à la vernacularisation de l'allégorie, c'est naturellement Peter Bruegel, qui, dès ses premières œuvres, cherche à rapprocher ses compositions, y compris les plus complexes ou les plus évidemment abstraites, le plus possible du monde de ses spectateurs. Cette calomnie d'appel, dessinée par Bruegel en 1565, est sans doute un exemple parfait de cette approche particulière de l'histoire en général et de l'allégorie surtout.
Si le sujet de ce dessin, en effet, a depuis l'Antiquité été présenté comme un modèle d'allégorie visuelle, cela évoque un moment de la vie d'Apelle, durant lequel Apelle, pour comment dirais-je, critiquer un personnage envieux qu'il avait accusé à tort, représente cette allégorie. Le peintre flamand en propose un traitement étonnant, dépouillé de références antiques, qu'il a pu étudier probablement dans une estampe italienne d'après Mantegna, et se concentre surtout sur les expressions corporelles. Et vous remarquerez d'ailleurs que les figures de cette allégorie ne sont pas habillées à l'antique, mais habillées de façon moderne. Donc vraiment l'idée de moderniser, de traduire en langue néerlandaise et en langue moderne un sujet antique. Ici, je vous montre l'estampe qui a servi de référence et vous voyez comment Bruegel réinvente, réinterprète en un sens vernaculaire le vocabulaire essentiellement antique, avec notamment ses costumes à l'antique, inspirés des statues antiques, réinvente ce modèle et le réinterprète dans un sens bien différent. Quelques années plus tôt, le paysage avec la chute d'Icare avait peut-être offert à Bruegel d'aller plus loin encore dans la naturalisation du langage allégorique, en intégrant le contenu de la célèbre fable ovidienne, souvent présentée comme l'allégorie de l'orgueil, de l'arrogance et de l'ambition excessive, dans un environnement visuel qui en réalité est plutôt dominé par la figure du laboureur, du berger ou du pêcheur au premier plan. Les petites pattes d'Icare sont cachées, pour ainsi dire, dans l'image. Et il faut en fond d'abord circuler à travers ces trois figures pour aboutir finalement à la représentation de la chute d'Icare, dont les ailes de cire ont été brûlées par le soleil. Et puis on constate aussi l'importance du paysage de marine à l'arrière-plan, éclairé par un soleil aussi concret que symbolique, même si ces différents éléments sont présents dans le récit ovidien. L'importance de la contribution bruegélienne à cette régénération, qui touche les arts des anciens Pays-Bas durant cette période, ne concerne pas simplement la manière dont le peintre flamand aborde l'histoire et l'allégorie, elle regarde aussi la place grandissante que le peintre, avec ses collègues, avant et avec lui, accorde à la représentation des paysages et des paysans de son propre pays, jusqu'à constituer ce qu'Ilja Maria Feldman a pu appeler un genre paysan, Boerengenre. S'il est inutile ici de remonter jusqu'aux miniatures des très riches œuvres du duc de Berry, il convient de souligner d'abord l'importance de l'enluminure dans la diffusion continue de cet imaginaire rustique néerlandais depuis la fin du XIVe siècle. Dans la miniature qui illustre le mois de juin, dans le calendrier du livre d'heures aujourd'hui conservé à Munich, Simon Benning ne se contente toutefois pas de capitaliser sur l'héritage des maîtres du XVe siècle. Certes, ces figures courtes et trapues l'éloignent des canons privilégiés par la manière antique, la belle manière de certains de ses confrères. Mais leur parfaite intégration à l'environnement paysager, notamment sur le plan de l'espace ou du coloris, le distingue de ses aînés. Par ailleurs, son traitement du paysage fait sensiblement évoluer les solutions formelles privilégiées par ses confrères, comme Joachim Patenir, Jan van Amstel ou Erim de Blesse, en éliminant, vous le voyez, de cette composition, les scories artificielles, rocheuses improbables, relief fantastique, tripartition chromatique de la composition, et en y insistant davantage sur les effets de réel, scènes quotidiennes presque prosaïques, diversité des éclairages, échelonnement progressif des plans, goût pour les contre-jours. Vous voyez notamment la façon dont il rend compte de la lumière du soleil qui vient transpercer le feuillage ici, rougeoyant et jaunissant une partie des feuilles. De tels choix sont repris et développés par des peintres comme Cornelis Masseys ou le maître du Fils prodigue, dont la description des tableaux défie les frontières conventionnelles des genres. Dans l'arrivée de la Sainte Famille à Bethléem de Cornelis Masseys, une égale attention est accordée à la foule des paysans, des voyageurs et des mendiants, mais aussi au paysage, dans le ciel duquel s'amoncellent d'inquiétants nuages noirs qui laissent apercevoir un éclair et une lune annonçant la future naissance du Christ. Cet intérêt pour le monde paysan, qui s'inscrit dans le goût néerlandais pour la littérature pastorale, où depuis l'Antiquité, Théocrite et Virgile, les divertissements offerts par la campagne sont associés au temps libre, l'otium, et à la tranquillité rurale, la solitudo rustica, se retrouve chez d'autres artistes, notamment chez Bruegel, dont on reparlera dans un instant. Et elle doit être mise sans doute en rapport avec la densification des principales villes des Pays-Bas, qui conduit alors un certain nombre de citoyens, notamment à Anvers, à acheter des terrains et à y faire construire des fermes et des logements à l'extérieur de la ville,
afin de pouvoir profiter d'une quiétude et d'une tranquillité qu'ils ne trouvent plus en ville. Et ces nouveaux paysages rustiques, à l'image de ceux qui sont par exemple édités par Hieronymus Cock, à nouveau, à partir des années 1550, sont dans cette veine. Il s'agit ici d'ensemble d'estampes consacrées à la représentation des fermes et des villages flamands. Que les deux graveurs que Hieronymus Cock emploie généralement pour réaliser ces estampes, Johannes et Lucas von Doetinchem, se fondent sur les dessins simples et dépouillés d'un artiste qui est connu aujourd'hui sous le nom de convention de maître des petits paysages, ou encore sur des compositions plus denses comme celle de Hans Paul, c'est le cas ici. Koch insiste, en le fait, dans les titres qu'il donne à ses séries, sur le fait que ces paysages, ils sont étudiés sur le vif. C'est toujours cette expression qui est réutilisée dans les frontispices, comme pour insister sur le fait que ces paysages représentent la réalité rustique des pays néerlandais. De tous les peintres néerlandais actifs au milieu du XVIe siècle et qui se sont illustrés dans le domaine du paysage rustique, Peter Bruegel est sans doute, encore une fois, le plus connu, même s'il n'est peut-être pas le plus typique. En effet, ce n'est pas au légendaire peintre Studius ou Ludius que Bruegel a été comparé, qui est un des peintres antiques considéré comme un des inventeurs du paysage, si l'on lit le 35e livre de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, mais à un autre célèbre peintre antique, le peintre Eupompe. Je vous renvoie ici à un album Amicorum écrit par l'ami de Bruegel, Abraham Ortelius, où il écrit « Le peintre Eupompe, à qui on demandait qui parmi ses prédécesseurs il suivait, désigna la multitude des hommes et dit que c'était la nature elle-même, et non un artiste qu'il faudrait imiter. Cela vaut également pour notre ami Bruegel, dont j'ai l'habitude de parler des œuvres non point comme des œuvres d'art, mais comme des œuvres de la nature. Je ne devrais pas non plus le décrire comme le meilleur des peintres, mais plutôt comme la nature même des peintres. » Cette comparaison formulée par un bon ami de Bruegel, le cartographe et géographe Abraham Ortelius, montre bien qu'en plus d'être apprécié pour la qualité de ses paysages, peints ou gravés, Bruegel est d'abord considéré comme le peintre des paysans, comme les peintres de la nature. Fort d'une parfaite connaissance des villages flamands, de leurs habitants, de leurs mœurs, dont Karel van Mander dira en 1604 qu'elles se fondent sur une fréquentation régulière, Bruegel accorde en effet une place centrale à l'imagerie rustique dans ses tableaux, aussi bien quand il rassemble au sein d'une même composition des jeux d'enfants ou des scénettes figurant différents proverbes flamands, que lorsqu'il s'attache à la représentation de la fable. Ce constat est valable pour l'allégorie et la mythologie, comme nous l'avons vu, mais aussi pour l'histoire religieuse. Si dans son portement de croix, Bruegel fait le choix de mêler deux sujets dans la même composition, la montée au calvaire d'une part, qui occupe l'essentiel de l'image, vous voyez ici le Christ tenant la croix, mais aussi l'évanouissement de la Vierge représentée au premier plan, c'est surtout le fourmillement des figures qui frappe et attire la curiosité du spectateur, dont le regard peut être aisément détourné des personnages principaux pour se divertir des nombreux épisodes anecdotiques que le peintre a essaimés à la surface de son tableau. Par sa richesse et sa variété, la régénération qui traverse les arts des Pays-Bas durant le deuxième tiers du XVIe siècle ne peut donc être résumée en termes schématiques qui opposeraient directement les anciens d'un côté et les modernes de l'autre, les partisans des héritages locaux d'une part et les défenseurs de la bella manière, ou encore les peintres attachés à la peinture d'histoire, religieuse et mythologique, et leurs confrères spécialisés dans des genres spécifiques. De telles alternatives sont d'autant plus séduisantes qu'elles sont imprécises et souvent anachroniques, qu'elles ne rendent pas compte de la complexité parfois contradictoire de trajectoires individuelles qui, à l'instar de celle de Martin von Heemskerk ou de Peter Bruegel, défient les catégories héritées d'une certaine forme d'histoire de l'art positiviste. L'un des paradoxes les plus saisissants de cette complexité est notamment le fait qu'au moment même où la quasi-totalité des maîtres néerlandais cherchent à renouveler en profondeur les solutions iconographiques, les solutions formelles de leur art, paraissent les premiers textes jetant les bases d'une histoire artistique des Pays-Bas. Cette canonisation des maîtres anciens et modernes ne passe pas seulement par les textes, mais aussi d'abord par les œuvres, comme en témoignent les activités de Michiel Coxy, passé au service de Philippe II après la double abdication de Marie de Hongrie et de Charles Quint en 1555. Il lui est en effet aussitôt demandé de peindre un portement de croix destiné à servir de pendant à une Vierge aux douleurs de Titien, mais également une copie fidèle de la descente de croix de Rory van der Weyden et une autre du retable de l'anneau mystique. Donc, ce que vous voyez ici, malheureusement, je n'ai pas pu trouver une photo de meilleure qualité, c'est une copie réduite, en réduction, du retable de l'anneau mystique par Michiel Coxy. Une copie que Philippe II
souhaitait conserver par-devers lui en Espagne et pour laquelle le peintre reçoit des paiements considérables. Dans sa copie du retable gantois, Coxy s'autorise toutefois quelques libertés. Comme la présence des deux donateurs originaux n'a plus sa raison d'être, le peintre leur substitue les figures des quatre évangélistes sur les volets extérieurs, pour laquelle il imite la manière de Van Eyck, tout en simplifiant la structure des niches et en donnant au modelé et au drapé une plus grande mollesse. On voit que Coxy est un peintre qui, vous le voyez, est à la fois demandé pour des œuvres inspirées de Léonard de Vinci, je vous renvoie à la Sainte Famille que j'ai montré au début, donc un peintre qui est présenté par Vasari comme le peintre de la manière italienne, et qui en même temps peint dans la manière de Van Eyck, tout en la réinterprétant ou en la modernisant, si je dis. Dans le panneau de gauche, il donne par ailleurs, alors encore une fois, malheureusement, je n'ai pas de meilleure image, mais il va falloir me faire confiance, il donne ses propres traits, ainsi que ceux de Charles Quint et de Philippe II, à 3 chevaliers du Christ ici représentés. Donc on voit aussi comment il change de temporalité, il traduit en un sens moderne, au sens propre du terme, le retable de l'agneau mystique des Van Eyck. L'enjeu n'est pas seulement de présenter l'empereur et le souverain des Pays-Bas comme des héros du Christ, en des temps troublés par les menaces réformées, mais aussi les conflits avec les Ottomans. En effet, le peintre aurait pu placer son autoportrait parmi les juges intègres, aux côtés ou en remplacement des supposés portraits des frères Van Eyck, qui se trouvent ici, ces panneaux-là. Sans doute s'agit-il donc pour lui de se présenter avant tout comme un croyant, plutôt que comme un peintre, mais aussi de marquer discrètement sa différence par rapport aux deux maîtres anciens, aux deux frères Van Eyck, auxquels il convient par la copie de rendre hommage, tout en montrant sa capacité à les égaler, voire à les dépasser. Donc on est toujours dans cette pratique de la mimésis qui est à la fois de reprendre mais aussi de dépasser. Pratique d'émulation. L'attention des peintres néerlandais actifs durant cette période se porte également sur des maîtres plus récents comme Hans Memling, Gerard David ou Hieronymus Bosch. Sans doute Peter Purbus a-t-il les deux premiers peintres, Memling et David, en tête quand en 1549 il peint son triptyque du baptême du Christ, véritable pastiche de la manière brugeoise de la fin du XVe siècle, tant du point de vue de l'invention que de la composition ou de l'exécution. Si on accepte une référence à Albrecht Dürer, dont l'une des estampes, la femme vêtue de soleil et le dragon à 7 têtes, appartenant à la suite, sa célèbre suite de l'Apocalypse, a servi de modèle ici à la partie supérieure du volet intérieur droit qui, vous le voyez, représente Saint Jean à Patmos. À partir des années 1530, l'œuvre de Bosch fait également l'objet d'un grand nombre d'imitateurs et de suiveurs, dans le nord comme dans le sud des Pays-Bas. Jan Mandijn ou Peter Bruegel sont considérés par Karel van Mander, quelques années plus tard, comme les principaux continuateurs de la manière de Bosch, notamment dans le traitement des drôleries, dans ces tableaux, ou ces diableries, ces tableaux représentant des scènes d'enfer. Aucun de ces artistes, toutefois, n'est un simple copiste. Le premier, Mandijn, je ne sais pas si je vous ai montré, oui, une image, le premier privilégie un pinceau vif, des compositions assez hétérogènes, une conception plus moderne du paysage, presque débarrassée de ses chevilles compositionnelles, qui nous renvoient donc à Patenir, et puis une certaine conception unitaire du coloris, que l'on ne trouve pas chez Bosch. Et c'est sans doute à Mandijn, plutôt que proprement au tableau de Bosch, que Bruegel emprunte épisodiquement des motifs dans les dessins qu'il livre ensuite aux graveurs travaillant pour Hieronymus Koch, autre acteur central dans la diffusion néerlandaise du goût boschien. Encore une fois, Koch, on le retrouve ici comme éditeur de ces estampes dessinées par Bruegel et gravées par d'autres artistes. Vous le voyez, Hieronymus Koch Exculit, donc c'est vraiment l'éditeur de cette estampe. Vous voyez la grande variété des estampes publiées par Koch. Les tableaux religieux de Métis, donc de Quentin Métis, constituent et suscitent également l'intérêt des artistes de la jeune génération. Cette lamentation sur le corps du Christ de Willem Adriaan Kay apparaît ainsi comme une intéressante relecture de certaines œuvres du maître flamand, auxquelles le jeune peintre apporte une certaine monumentalité, inspirée de son séjour dans l'atelier de liégeois de Lambert Lombard et son étude des modèles de Michel-Ange, mais aussi une conception coloriste, proche de celle de Titien, où la réduction de la palette chromatique et des teintes du paysage permet de renforcer les effets de chair du corps du Christ. Au-delà de ce véritable culte néerlandais des principaux maîtres anciens et modernes, mais là pour le coup des maîtres néerlandais, l'enjeu des auteurs et des artistes évoqués est de réfléchir aux spécificités de cet art néerlandais, c'est-à-dire à l'ensemble des qualités et des valeurs qui permettent de le distinguer nettement des autres arts européens.
Parmi ces caractéristiques, deux ressortent particulièrement souvent. La première vient d'être mise en évidence par le tableau de Kay. Il s'agit du goût coloriste, dont un nombre croissant de peintres néerlandais se prévalent, en se situant directement dans la filiation ou en émulation avec les grands maîtres vénitiens, tant dans le registre de la fable et du nu que du portrait. L'un des exemples les plus significatifs de ce dialogue à distance entre les maîtres néerlandais et vénitiens est la réception de la série des 4 tableaux que Marie de Hongrie commande à Titien en 1548. Cette série, surnommée les Furias, les Furies, est consacrée à 4 damnés de la mythologie, Tityos, Sisyphe, Tantale et Ixion, que la régente des Pays-Bas associe, dans son esprit, aux princes allemands qui se sont rebellés contre son frère Charles Quint et ont été défaits dans la bataille de Mühlberg en 1547, donc une année avant la commande des tableaux à Titien. 2 tableaux de Titien sont rapidement peints et livrés entre 1548 et juin 1549, avant d'être accrochés dans la grande salle du château de Binche. Le Tityos, détruit lors d'un incendie en 1734, mais que nous connaissons grâce à une réplique autographe plus tardive, que je vous montre ici, et le Sisyphe, qui est aujourd'hui conservé au Prado. Deux autres œuvres ne sont envoyées que tardivement, l'Ixion, qui sera également détruit par le feu, et enfin le Tantale, dont la livraison très tardive, sans doute avant ou vers 1556, explique que Marie de Hongrie demande à ce même Michiel Coxy d'en réaliser une version pour compléter l'ensemble. Le peintre néerlandais en profite pour étudier soigneusement le Tityos de Titien et d'en tirer une dérivation très intéressante dans un autre tableau d'un autre sujet, un sujet biblique cette fois-ci, c'est Damnation de Caïn, où il semble corriger certains choix du peintre vénitien. En revenant à son modèle michelangelesque, pour l'œuvre de Titien, en fait, il s'est inspiré d'une œuvre de Michel-Ange, notamment pour la position contrastée des bras et le traitement de la musculature. Coxy déplie en revanche, vous le voyez, les jambes de la figure, sans doute parce qu'il ne représente plus un corps souffrant, mais un corps mort, tandis que son coloris resserré et sa touche diffuse sont clairement dérivés d'une étude précise du tableau de Titien. Il n'est d'ailleurs pas impossible que certains arbres au deuxième plan renvoient à un autre célèbre tableau de Titien, la mort de Saint-Pierre Martyr, que Coxy connaissait sans doute de première main, puisqu'il a pu la voir lors de son voyage en Italie. La damnation de Caïn n'est pas la seule œuvre où Michiel Coxy a su conjuguer l'excellence de son coloris et la qualité de ses chairs, tirées de sa parfaite connaissance des modèles de Titien ou de Michel-Ange. Un certain nombre de ses dessins, dont a été notamment tiré une série de 10 estampes, montrent aussi son grand intérêt pour les compositions érotiques, gravées par Marc-Antonio Raimondi, d'après des modèles de Giulio Romano, et publiées dans les célèbres Modi, les postures. Ce goût de Coxy pour les nus, masculins et féminins, n'est d'ailleurs pas exclusif aux peintres de Malines. Il s'inscrit en effet dans une véritable mode, notamment à Anvers, dont l'historien de l'art belge Koenraad Jonkheer a pu montrer qu'elle avait coïncidé avec la construction d'un nouvel espace de vente de peinture, le Schilderspand, désormais administré par les artistes eux-mêmes et non plus par les autorités municipales, et dont le développement a permis ou facilité l'émergence de nouveaux sujets plus libres, comme des sujets érotiques. On trouve durant cette période une véritable exaltation de la nudité, qui n'est possible que parce que les peintres néerlandais sont de plus en plus nombreux à assimiler les solutions formelles de la peinture vénitienne et concernent, je l'ai dit, les corps masculins mais aussi féminins, comme le montrent de nombreuses compositions de Franz Floris. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas contenté de la peinture d'histoire pour faire briller la qualité de son coloris. Le portrait est son autre domaine de spécialité, comme c'est également le cas d'un grand nombre d'autres peintres dans les Pays-Bas du milieu du XVIe siècle, qui continuent de se considérer comme les héritiers des premiers maîtres néerlandais qui se sont illustrés dans ce genre avant de diffuser leur manière à l'Europe entière. Karel van Mander explique ainsi que, je cite, « S'il l'avait voulu, Floris aurait pu devenir le meilleur portraitiste que l'on eût pu trouver. » Sans doute parce que le maître anversois a été, après Jan van Kalke, mais aussi d'autres artistes comme Willem Adriaans Kay ou Antonis More, l'un des rares peintres néerlandais à avoir su adapter les solutions formelles propres au portrait vénitien, présentées par Van Mander comme de véritables modèles à suivre, aux attentes de ses commanditaires flamands. D'ailleurs, intéressant là, de comparer ce que peignent ces artistes actifs dans les Pays-Bas à ce que peignent les artistes que j'ai évoqués tout à l'heure dans l'atelier de Titien. Je pense à Sustris et je pense à Van Kalkar. Cet intérêt néerlandais pour le coloris se manifeste, on l'a vu,
aussi bien dans l'histoire religieuse et mythologique, voire érotique, que dans le portrait. Mais quels que soient les genres explorés, l'enjeu est pour les peintres qui ont été évoqués de favoriser l'approche la plus directe de la nature. Il s'agit, selon l'expression déjà évoquée au sujet des paysages des campagnes anversoises, publiée par Hieronymus Koch à partir de la fin des années 1550, de privilégier ce que les artistes néerlandais appellent l'imitation sur le vif, l'imitation d'après nature, sur le vif, nach het leven. Cette expression, nach het leven, doit être comprise en son sens originel. Il ne s'agit pas de défendre en effet un supposé réalisme qui permettrait aux peintres de proposer des substituts de la réalité, notion d'ailleurs assez étrangère à la culture visuelle des artistes de cette période, mais une place plus grande dans leur composition à des éléments ou des parties issus d'une observation directe de la nature. Ainsi, quand Karel van Mander loue les paysages montagneux, publiés encore une fois par Hieronymus Koch, d'après les dessins de Peter Bruegel, je vous en montre ici un exemple, en expliquant que Bruegel a fait le portrait de ces montagnes sur le vif, Nat Leven geconterfeit, il ajoute que ce portrait est tel que, je cite, on a dit qu'en ayant été dans les Alpes, il avait, donc dans son voyage supposé vers l'Italie, donc en traversant les Alpes, il avait englouti les montagnes et les rochers, et de retour à la maison, les avait vomis sur des toiles et des panneaux, tant il pouvait imiter ces parties et d'autres de la nature de façon appropriée. Vous voyez donc que Van Mander compare le travail de Bruegel à celui d'une digestion, d'une appropriation. Les littéraires parleraient d'innutrition, un terme employé notamment par Terence Cave dans un très beau livre sur les figures de l'abondance au XVIe siècle, un cornucopia. Comme les auteurs romains le recommandaient, les auteurs antiques, suivis en cela par les poètes du XVIe siècle, il s'agit, je cite un théoricien de l'époque, d'imiter les meilleurs auteurs, se transformant en eux, les dévorant, et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture. Van Mander ne dit d'ailleurs pas autre chose dans son traité lorsqu'il encourage ses lecteurs, les peintres, je cite, à voler les bras, les jambes, les torses, les mains et les pieds dans les œuvres des plus grands maîtres. Il explique cela sous la forme d'une métaphore culinaire. Ceci n'est pas interdit ici, et que ceux qui le veulent jouent bien volontiers le rôle de rapiamus, car des choux navets bien cuits font un bon potage. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette citation, il y a un jeu de mots sur chou navet, hein, qui se dit rapen en néerlandais, et rapen, ce mot rapen, ça veut dire aussi voler, c'est le substantif c'est le verbe voler, dérober. Donc, grosso modo, il indique bien que pour ces peintres, il s'agit de fabriquer une sorte de montage constitué de différents éléments pris à démettre ou pris à l'observation de la nature. Ce même constat peut être fait au sujet d'autres peintres contemporains, comme Marten de Vos ou Peter Artsen. Le premier, Marten de Vos, est issu d'une famille originaire de Leiden. Et il complète la formation reçue auprès de son père par un voyage en Italie, entre 1552 et 1558, partiellement en compagnie de Bruegel. Il séjourne à Rome, où il s'intéresse particulièrement à Michel-Ange, à Florence et à Venise, où il étudie les œuvres de Paul Véronèse et fréquente peut-être l'atelier de Tintoret, autant de modèles dont il se prévaut après son retour à Anvers, où il dirige un atelier très productif où travaillent également ses fils Daniel et Marten le Jeune. Sa fréquentation de Bruegel conduit toutefois de Vos, comme Floris, à ne jamais perdre de vue l'imitation de la nature, notamment visible dans la manière dont il rend, par exemple, compte des effets de chair et de matière, dont il peint le paysage de ce Saint Paul piqué par une vipère sur l'île de Malte. Cette recherche de naturalisation de la bella maniera est plus frappante encore dans l'œuvre de Peter Artsen, dont l'importance ne doit pas être sous-estimée sur la production artistique néerlandaise de la deuxième moitié du XVIe siècle. Non seulement à Anvers, où travaille ce peintre jusqu'au milieu des années 1550, mais aussi à Hollande, où il s'installe en 1557 en retournant dans sa ville natale d'Amsterdam. Les nombreuses destructions iconoclastes de 1568 nous ont privés d'une partie importante des grands retables peints par Artsen. Mais il convient de rappeler le grand succès qu'il a obtenu avec ses tableaux religieux, où il parvient à associer aux solutions formelles privilégiées par les grands maîtres néerlandais et italiens du XVe et du XVIe siècle, une manière plus simple et naturelle, marquée par un refus des excès décoratifs et artificiels de la génération antérieure, un goût des détails pittoresques, matière, animaux, cadres paysagers, et une touche vive et expressive que l'on trouve ici dans ce tableau représentant le Christ et Marie, où vous le voyez, c'est l'espace de la cuisine qui est représenté, qui normalement est un espace de coulisses, et qui devient l'élément principal de la composition, alors que l'histoire représentant le Christ
Marie et Marthe, est représenté au second plan. D'ailleurs, vous remarquerez une belle cheminée inspirée de Sébastien Serlio. Au milieu du XVIe siècle, les artistes néerlandais pensent entrer dans l'histoire en rivalisant avec leurs confrères italiens, mais aussi en inventant de nouvelles formes ou de nouveaux sujets artistiques. Leurs ambitions ont été grandes, comme leur réussite, à l'image de celles qu'obtiennent en même temps Franz Floris et Peter Bruegel, deux peintres aux solutions formelles radicalement différentes, mais qui incarnent tous deux une certaine idée de l'art tel qu'il est alors pratiqué dans les Pays-Bas et diffusé dans le reste de l'Europe. Ces prétentions et ces ambitions se heurtent toutefois au mur de l'histoire le 5 avril 1566. Ce jour, une délégation de plusieurs centaines de nobles néerlandais se présente devant Marguerite de Parme afin de lui soumettre une pétition qui sera appelée le compromis des nobles. Ils demandent principalement un adoucissement des ordonnances impériales en matière religieuse. Face à eux, le conseiller de Marguerite de Parme, Berlaymont, aurait déclaré: N'ayez crainte, madame, ce ne sont que des gueux. Sans savoir qu'en agissant ainsi, il lançait symboliquement la révolte des Pays-Bas en offrant à ses adversaires néerlandais le qualificatif péjoratif qu'ils utiliseront eux-mêmes pour décrire le mépris avec lequel ils sont traités par les Espagnols. Avec le rejet par Philippe II du compromis des nobles, s'ouvre en effet et tragiquement la dernière page de l'histoire des arts néerlandais au XVIe siècle que nous évoquerons, non pas la semaine prochaine, car il n'y aura pas cours la semaine prochaine, mais dans 15 jours.